Le soir, la cloche sonnait plus souvent que d'habitude. Les gens fermèrent leurs volets avant le coucher du soleil. Sur la place, on sortait des bassines remplies de vinaigre et d'argile, comme si ces odeurs pouvaient arrêter la fièvre. Des signes de péché écrits au charbon apparaissaient sur les portes des bains publics. Les vieillards, assis autour des feux, murmuraient que le malheur était venu d'une vie dissolue et que seule une main sévère pourrait éradiquer le mal à la racine. Au carrefour menant au massacre, l'eau du fossé était trouble et des traînées de graisse brillaient à sa surface. Ces traînées s'étendaient jusqu'au fossé sous les murs où les porteurs d'eau remplissaient leurs tonneaux. À la fenêtre de la maison de la sage-femme était accrochée une toile avec des nœuds. Chaque nœud représentait un nom et un âge. Les nœuds se multipliaient. « Je suis heureux de vous voir ici. Je suis l'homme qui vous raconte cette histoire. Dites-moi d'où vous regardez cette vidéo. Écrivez dans les commentaires où vous vous trouvez actuellement et comment vous vous sentez. Je vous souhaite une agréable écoute et une soirée tranquille. » Helena vivait près du mur ouest, là où le vent apportait l'odeur de l'herbe humide et de la chaux. Elle aidait les femmes à accoucher, lavait les bandages des mères, persuadait les personnes âgées de boire de l'eau chaude, de rester silencieuses à midi et de ne pas se précipiter vers les puits à l'heure où la foule se bousculait. Elle possédait des objets simples, du fil de lin, un bassin, une bûche marquée de rayures brûlées, une tasse en argile polie et des bouts de parchemin provenant de la maison du scribe. Elle les gardait dans un panier où se trouvait également un sifflet en bois pour appeler ses voisins. Ce printemps-là, la fièvre est arrivée avant la chaleur estivale. Le premier à tomber malade a été un garçon du marché. Puis, une veuve qui vivait en face des bains publics. Ensuite, 2 servantes chez les bouchers. Helena l'a noté sur son chiffon carte. Elle a cousu un bord d'une autre couleur à côté des nœuds de ceux qui buvaient à la fontaine commune. Elle ne prononçait pas de grands discours. Elle notait. Lorsque le nombre de nœuds dépassa la 50aine, elle posa son panier et se dirigea vers le mur, vers le caniveau qui partait de l'abattoir vers le fossé. Des os étaient coincés dans la pierre près de la grille. L'eau sentait le pourri. Helena ne savait pas lire les traités verbeux. Elle savait autre chose. Lorsque les gens sont pressés, ils raccourcissent le chemin. Les porteurs d'eau, qui étaient non payés au seau, préféraient la descente courte vers le fossé plutôt que le puits éloigné près du monastère. Les bouchers, chez qui le sang coulait à flot chaque matin, avaient l'habitude d'ouvrir le clapet et de vider les restes directement dans le fossé. Elle se souvint qu'en hiver, à cet endroit, l'eau formait une pellicule graisseuse et qu'au printemps, les enfants couraient là pour regarder flotter les queues de porc. Dans la cathédrale, les anciens parlaient du péché. Ils proclamaient des jours de jeûne, interdisaient les danses foraines, fermaient les tavernes où chantaient les chanteurs. Dans la ville, on commença à marquer les portes d'une croix rouge, là où l'on voyait des femmes faire du bruit lors de réunions nocturnes. Sur le mur des bains publics, quelqu'un avait laissé un dessin grossier au charbon et une inscription sur la débauche. Helena était là le matin et avait vu les garçons rire en jetant de la boue. Elle avait entendu parmi les marchands que dimanche, les anciens voulaient juger les femmes coupables et organiser une repentance publique sur la place. Helena apporta un morceau de parchemin chez le scribe. Le scribe boitait de la jambe gauche et aimait faire sécher ses plumes au soleil près de la fenêtre. Il lui donna des bouts de parchemin et lui dit qu'il noterait les noms à sa demande. Hélène a refusé l'inscription. Elle n'avait pas besoin d'une inscription, mais d'une autre aide. Elle lui a demandé une vieille règle en bois avec des encoches et un morceau de ficelle. Le scribe sourit et, sans lui demander pourquoi, les lui donna. Il avait autrefois été ami avec sa mère et, par habitude, il tendait le cou lorsqu'il voyait Helena, comme s'il voulait lui demander quelque chose, mais n'osait pas. Elle retourna au fossé. Elle attacha la ficelle à un piquet,
plongea l'extrémité dans l'eau avec un morceau de tissu blanc. Elle attendit que le chiffon noircisse, le tira et essora le tissu dans un bol. L'eau prit une teinte grise, des cercles brillants restèrent à la surface, et l'odeur imprégna le chiffon à tel point que ses yeux se mirent à pleurer. Elle fit la même chose au puits du monastère. Le tissu est resté presque propre. Elle a ensuite fait le tour des maisons et noté qui puisait l'eau et où. Le résultat était simple. Plus les gens étaient proches du fossé, plus les nœuds sur son tissu étaient nombreux. Elle n'en a parlé à personne. Elle savait que ses paroles seraient prises pour de l'impertinence. Elle se rendit à l'abattoir. Sur la porte était accroché le symbole de la guilde des bouchers, un couteau et une peau. Dans le passage, gisaient des bottes de paille imbibées de sang. Des hommes vêtus de tabliers en cuir traînaient des carcasses. L'un d'eux, aux larges épaules, aperçut Helena et détourna le regard. Il s'appelait Pierre. Il était le fils du maître et un homme en qui les anciens avaient confiance. Pierre était autrefois un garçon assis sur le seuil de la maison d'Hélène, lorsque sa mère avait donné naissance à sa deuxième fille. Hélène avait alors sauvé la mère et le bébé. Maintenant, il faisait semblant de ne pas la reconnaître. Hélène dit au maître à travers l'embrasure de la porte, comme on parle à quelqu'un qui est toujours occupé, que le fossé était rempli d'os et de graisse et que ce n'était pas bon. Sans la regarder, le maître fit un geste de la main, comme pour chasser une mouche. Helena continua son chemin vers les porteurs d'eau. Ils se tenaient près de la descente vers le fossé et attendaient leur tour pour aller au tonneau. Parmi eux se trouvait une femme mince, au nez retroussé, avec une corde du tonneau qui lui marquait la paume de la main. Elle s'appelait Margarita. Elle se souvint d'Helena pour avoir accouché autrefois et murmura que récemment, le gardien du fossé avait reçu un sou des bouchers pour ne pas lever la grille et laisser s'écouler l'eau quand ils étaient moins pressés. À ce moment-là, les anciens se réunissaient en conseil. Le chef était Marten, un homme à la casquette noire et aux lèvres fines. Il aimait répéter des mots sur la pureté des mœurs. À sa ceinture pendait un sac en cuir avec le sceau du conseil. C'était un homme d'ordre et d'horaire. Il voyait Helena à contre-cœur. On lui parlait d'elle comme de quelqu'un qui savait où et ce qui faisait mal, mais il estimait que les femmes exerçant de telles professions étaient trop libres dans leur jugement. Hélène se rendit à la porte de la cathédrale et demanda à être admise pour un bref exposé. Le gardien à l'entrée transmit sa demande. On lui répondit que le conseil était occupé à discuter de la repentance des coupables. Hélène ne partit pas. Elle défit les nœuds de la toile et étala le tissu sur les marches de pierre. Les gens qui entraînent pour la messe du matin s'arrêtaient pour regarder. Sur la toile, les nœuds étaient plus serrés, là où les rues menaient au fossé. Il y avait aussi des marques au charbon. Un vieux scribe, celui qui boitait, sortit de la cathédrale. Il dit à voix basse que Marten ne l'accepterait pas, mais qu'il y avait un autre moyen. Le scribe savait où était conservé le livre des ordonnances de la ville et pouvait montrer la règle concernant les égouts et le fossé si quelqu'un le demandait correctement. Hélène comprit l'allusion. Il y avait dans la ville une autre personne qui n'appartenait pas au conseil des anciens, mais qui parfois surpassait leur pouvoir. Un marchand de Flandre, propriétaire des baux du pont et des balances. Il s'appelait Lambert. C'était un étranger, mais il avait son mot à dire sur les questions relatives au péage du pont et à la propreté des travées, car il payait pour cela. Les gens disaient qu'il intervenait lorsqu'on l'empêchait de transporter ses marchandises. Hélène connaissait Lambert de réputation et avait vu une fois sa caravane à la porte orientale. Son arrivée était attendue cette semaine-là. Elle se rendit au pont et demanda au gardien si la caravane était passée. Le gardien répondit que la caravane avait été retardée parce que les digues au nord avaient été emportées par les eaux. Helena était revenue sans avoir trouvé son bienfaiteur et avait décidé d'agir seule. Elle rassembla ses voisins. Elle leur demanda de ne pas aller au fossé
de faire bouillir l'eau du puits du monastère, de placer un bassin rempli de vinaigre à l'entrée de la maison, afin que les mains provenant de la rue passent à travers un tissu humide. Les gens ont râlé. Ils avaient l'impression qu'elle reproduisait les habitudes du monastère au lieu de proposer quelque chose de nouveau. Elle a demandé au porteur d'eau d'aller chercher de l'eau au puits le plus éloigné, promettant de payer elle-même les 3 premiers seaux pour les rassurer. Plusieurs femmes ont accepté. Plusieurs hommes ont ri. Pendant la nuit, Elena entendit un bruit près de la porte. Sur le seuil se trouvait un paquet ficelé avec du crin de cheval. Elle le souleva et sentit une odeur de suie. À l'intérieur, il y avait des chiffons déchirés avec du charbon. Sur l'un des chiffons était dessiné un croquis grossier, une silhouette féminine près d'un tonneau et une croix au-dessus de sa tête. C'était une tentative d'intimidation. Elena jeta les chiffons dans le poêle et attisa les braises jusqu'à ce qu'elles se transforment en cendres. Le lendemain matin, une empreinte de main ensanglantée apparut sur sa porte. Ce fut le moment où l'histoire familiale prit une tournure qu'elle avait presque oubliée. Sa mère était morte depuis longtemps. Dans le coffre d'Elena se trouvait un morceau de cuir avec des lettres brûlées. L'inventaire de la dot, dressé autrefois dans un petit bureau de campagne. En bas, il y avait une marque étrange, un crochet à côté de la lettre M. Le scribe avait dit un jour que seul Marten mettait de tels crochets lorsqu'il vérifiait les affaires des orphelins. Il s'avère que lorsque Elena était toute petite, sa maison et les biens de sa mère étaient même passés entre les mains de Marten. Sans le savoir, il avait autrefois signé des papiers qui avaient privé Elena d'une partie de l'argent versé pour sa protection et les avait remis à la caisse municipale. Le greffier soupçonnait que la somme manquante n'était pas arrivée entièrement à destination. Elena réfléchit à ce cercle vicieux. Marten, amateur de pureté des mœurs, avait disposé du destin de sa famille au cours des années précédentes. Maintenant, il voulait punir publiquement les femmes. Et maintenant, la menace était arrivée à la porte d'Elena sous la forme de chiffons et d'une paume ensanglantée. C'était ce thriller quotidien où une simple visite nocturne devenait le début d'une menace. Des rumeurs circulaient dans la ville, selon lesquelles il y avait des gens dans le milieu qui n'aimaient pas ceux qui les empêchaient de travailler. Elle se rendit à nouveau au canal. Cette fois-ci, elle emmena avec elle Nico, un homme que tout le monde méprisait. Nico nettoyait les fosses d'aisance. Il sentait si mauvais que les gens détournaient le regard au marché. Nico connaissait les passages souterrains mieux que les gardes. Elena lui demanda de lui montrer où le ruisseau de l'abattoir rejoignait le fossé. Nico la conduisit le long du mur jusqu'à une vieille trappe près du chêne. L'intérieur était humide et exigu. Il lui montra une pierre qu'il était possible de soulever à l'aide d'un pied de biche et qui permettrait de bloquer la moitié du débit. Il expliqua que si cette pierre était temporairement retirée, l'eau s'écoulerait plus lentement dans le fossé et une partie de la boue resterait dans le canal de l'abattoir. Elena comprit que c'était une chance, mais sans le soutien des autorités, personne ne lui permettrait d'installer cette vanne. Elle se souvint du livre des ordonnances. Les anciennes règles comportaient effectivement un point stipulant que tous les égouts devaient être dirigés vers un endroit où il n'y avait pas de prise d'eau. Le greffier confirma l'existence de ce point. Il fallait un cachet. Elle se rendit au monastère. Des gens y vivaient que même les anciens écoutaient lorsqu'il s'agissait de puits et de cimetières. Le supérieur, un homme attentif au silence, écouta le scribe. Elena lui montra ses nœuds sur la toile et les morceaux de tissu avec de l'eau trouble. Le supérieur a déclaré que puisqu'il y avait un puits sous le mur du monastère, celui-ci avait le droit de protéger la pureté de l'eau dans un rayon allant jusqu'à la grille municipale la plus proche. Cela signifiait qu'il pouvait exiger la fermeture temporaire de la grille à l'écoulement de l'abattoir, le temps que le conseil examine la question. Pour la première fois depuis plusieurs jours, Elena a senti qu'elle avait un moyen de pression.
La grille a été fermée le matin. Les employés de l'abattoir ont protesté, mais le monastère a envoyé un gardien avec une clé qui a verrouillé la grille sous le regard de 2 moines. À la demande d'Helena, Nico a soulevé une pierre dans le canal et a déclaré que cela suffirait pour 3 jours. Les porteurs d'eau se rendirent au puits le plus éloigné et Helena distribua gratuitement des tasses le premier jour, comme elle l'avait promis. Les voisines riaient moins. Le soir du même jour, Lambert, le marchand, est revenu. Il était accompagné d'un clerc qui tenait discrètement un livre relié. C'était son livre de contes. Helena s'est préparée et s'est rendue au pont. Elle a proposé à Lambert de regarder sa toile avec des nœuds. Il réfléchit un instant et dit par l'intermédiaire de son assistant qu'il avait vu, une semaine auparavant, des employés de l'abattoir jeter des intestins juste à côté du pont parce qu'ils étaient les pressés. Il avait noté dans son livre que ces jours-là, les balances sentaient particulièrement mauvais et que les employés couraient se laver dans le fossé. Helena lui demanda de le confirmer le lendemain au conseil. Il accepta, et c'est là qu'il y eut le premier revirement ouvert. Une personne extérieure, dotée du pouvoir de la bourse, intervint et changea le cours des choses. Non pas parce qu'il avait pitié d'Helena, mais parce qu'il avait besoin de passage et d'air pur près des balances. La rumeur concernant le sceau du monastère, la pierre bouchée et le retour de Lambert parvint aux oreilles des anciens. Martène envoya des gens à Helena pour lui faire comprendre qu'elle se mêlait de ce qui ne la regardait pas. Hélène répondait par l'intermédiaire de ses voisins qu'elle ne discutait pas des mœurs, mais qu'elle observait l'eau. Elle fit le tour des maisons et remarqua qu'en 2 jours, les nouveaux nœuds sur la toile n'apparaissaient presque plus chez ceux qui avaient cessé de puiser dans le fossé. Chez ceux qui continuaient, ils apparaissaient. Elle savait qu'il fallait encore une preuve. La 3e nuit, quelqu'un a essayé de forcer le cadenas de la grille près du canal. Nico, qui montait la garde à la demande d'Helena, a entendu un grincement et a frappé si fort avec son seau que les chiens se sont réveillés. Les gens se sont enfuis. Le matin, on a trouvé des rayures et un morceau de ceinture en cuir sur la grille. La ceinture portait une marque au fer rouge, un couteau et une peau. Nico a apporté la ceinture à Helena. Il la tenait entre 2 doigts, comme s'il s'agissait d'une vipère. Helena a compris que ses adversaires étaient prêts à tout. Le même jour, le greffier apporta l'ancien inventaire, celui-là même qui avait autrefois touché la vie d'Helena. Il avait trouvé dans les archives municipales une copie signée par Martène. Dans la marge, il y avait une note indiquant qu'une somme équivalente à la valeur d'une bonne vache avait été retenue pour les besoins de la caisse des orphelins. Le greffier murmura que la vache n'était jamais arrivée à la caisse. Peut-être que le tuteur de l'époque l'avait dépensée autrement, et que Martène avait fermé les yeux ou reçu sa part. Ce n'était pas seulement un vieux péché, c'était un lien invisible entre les destins. Dans son enfance, Helena avait perdu son soutien parce que l'un des juges actuels avait fait semblant de ne pas voir. Helena ne voulait pas se venger. Elle voulait que les gens cessent de mourir. Elle s'en tenait aux faits et aux actions simples. Elle a organisé un confinement dans sa rue, accroché des toiles pour que les gens sachent où ils ne peuvent pas entrer, passer le pain par-dessus le seuil, mettre des bols en argile à l'entrée pour se laver les mains, s'abstenir de se rendre au marché. Le plus difficile était de convaincre les mères de laisser leurs enfants à la maison. Elle leur expliquait de manière à ne pas les offenser. Les voisines l'écoutaient mieux que les anciens, car elle était présente dans les moments les plus difficiles. Les rumeurs concernant le bain impur ont mis en colère les femmes qui s'y rendaient le samedi. Certains garçons ont commencé à jeter des pierres sur la porte. La propriétaire du bain s'est enfermée et a pleuré. Helena est venue la voir et l'a convaincue d'ouvrir une porte dérobée pour ceux qui avaient seulement besoin d'eau chaude pour soigner des malades. Elle apporta des chaudrons et distribua des herbes pour laver les sols. Les anciens considérèrent cela comme une impertinence. Sur la place, ils annoncèrent que les femmes coupables seraient punies le dimanche. Les gens
se mirent à attendre le spectacle comme ils attendent la foire. Les préparatifs de ce spectacle ont été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. La veille du dimanche, Marguerite, la porteuse d'eau, est venue voir Hélène. Elle marchait pieds nus pour ne pas faire de bruit avec ses talons et tenait dans sa main la corde d'un tonneau. Elle a dit que 2 bouchers avaient ri avec mépris en voyant le sceau du monastère sur la grille et avaient décidé de sortir par un autre chemin pendant la nuit en ouvrant l'ancienne barrière en aval. Là où l'escalier s'était effondré et où personne ne montait la garde. Marguerite l'avait appris de son cousin, un garçon qui livrait le pain. Hélène se rendit avec Nico à cet endroit. Ils trouvèrent une vieille barrière en pierre, recouverte de débris et de boue. Un peu plus bas, l'eau bouillonnait plus fort que d'habitude. C'était le contournement du canal. Helena comprit que si l'on ne faisait rien, le fossé serait tellement bouché de boue pendant la nuit que le lendemain matin, tout le monde courait à nouveau chercher de l'eau là où c'était le plus proche, et la maladie recommencerait. Nico dit qu'on pouvait mettre une poutre en travers du canal, mais qu'à eux deux, ils n'y arriveraient pas. Ils ne connaissaient qu'une seule personne capable de construire un barrage solide pendant la nuit. Un charpentier de la banlieue basse. Celui-là même à qui, 1 an auparavant, on avait refusé de payer la réparation des balustrades du pont parce qu'il n'avait pas le sceau de la guilde. Il s'appelait Stanis. On disait de lui qu'il était incompétent parce qu'il n'avait pas de grade. En réalité, il savait fabriquer des objets solides. Nico alla le voir. Stanis vint avec son fils et une scie à 2 mains. En 1 heure, ils coupèrent 2 poutres et les placèrent sous l'ancienne maçonnerie afin que l'eau ne puisse pas contourner la grille. Helena apporta des cordes et de la résine. Ils travaillèrent dans l'obscurité, écoutant le bruissement du lierre sec sur les murs. Ce fut la nuit où le héros méconnu accomplit ce que la guilde n'avait ni l'envie ni la conscience de faire. Le lendemain matin, le débit vers le fossé était plus faible. Le dimanche devait être le jour du châtiment. Mais un autre bruit réveilla tout le monde, le bruit des roues et les cris des cochers. La caravane de Lambert entra dans la ville. Il s'arrêta près des balances et ordonna d'ouvrir les entrepôts. Ce mouvement détourna l'attention des gens de la place. Les anciens s'agitaient. Martin voulait rendre son verdict sans tarder. Mais Lambert, en tant que détenteur des droits de pont et des balances, avait le droit de fermer le pont temporairement si les conditions nuisaient aux marchandises. Il déclara par l'intermédiaire du greffier que la puanteur près du fossé gênait les balances et montra les notes dans son livre. Le conseil prit note de ces notes. Martin serra les lèvres. Hélène vint au conseil non pas en tant que requérante, mais en tant que personne ayant effectué le comptage. Elle posa le chiffon noué, suivi d'un bol d'eau provenant du fossé et d'un bol d'eau provenant du puits du monastère. Elle plaça à côté une ceinture portant le sceau de la guilde, trouvé sur la grille, et un crochet cassé provenant de la serrure. Le scribe ouvrit le livre des ordonnances à la section sur les égouts. Le supérieur dit que le monastère exigeait que l'eau soit propre, car les gens la puisaient dans le puits et que les moines avaient mal au cœur de voir des enfants fiévreux. Lambert confirma que sa cargaison se détériorait à cause de la puanteur et qu'il ne payait pas la ville pour se noyer dans les immondices. Nico recula pour ne pas sentir mauvais au milieu de l'assemblée, mais lorsqu'on lui demanda, il montra où le canal pouvait être réparé. Ainsi, sans que personne ne s'en aperçoive, l'assemblée se transforma en tribunal pour juger les véritables coupables. Les anciens, acculés par les faits, ont ordonné une inspection de l'abattoir et des canaux d'évacuation. 2 gardes, un scribe et un autre membre du conseil nommé Oswald, connu pour ne pas prêter attention aux paroles des autres et aimer regarder les pierres, se sont rendus sur place. Il vit la boue s'écouler par l'ancien détour et comprit que quelqu'un avait essayé de déverser le flux pendant la nuit. Oswald n'était pas un ami d'Helena, mais il aimait l'ordre. Les mots « débauche » ne convenaient plus à cette situation. Marthe a essayé de revenir en arrière.
il a déclaré que les accusations contre les femmes ne seraient pas retirées et que ce terrible malheur exigeait une repentance. Mais sa voix sonnait creux, alors que les bols d'eau étaient là, sous les yeux de tous. Les gens reniflaient et se détournaient. Les herboristes, qui avaient peur de s'opposer ouvertement aux anciens, s'approchaient d'Helena et lui murmuraient des mots de gratitude. La mère du garçon du marché lui apporta une miche de pain. Margarita retira la corde de sa paume et dit que pour la première fois depuis plusieurs jours, elle s'était rendue au puits lointain sans crainte, car elle savait qu'on ne l'abandonnerait pas. La dispute dura jusqu'à midi, et c'est alors que se produisit ce à quoi les discrètes allusions du monde des choses avaient conduit. On sortit par la porte latérale un coffre contenant les sceaux et les livres de la ville. Oswald en prit un et le montra à la lumière. Sous la signature de Martène, datée de l'année où Helena était encore toute petite, figurait un signe supplémentaire et une note de débit pour la caisse des orphelins. Le greffier a déclaré que la trace de l'argent dans le livre disparaissait à la ligne où figurait cette note. Personne n'a prononcé le mot « vol » à haute voix, mais les yeux de beaucoup l'ont dit à haute voix. Hélène sentit le passé se confondre avec le présent. Non pas parce qu'elle voulait punir Martène, mais parce que toutes les pièces du puzzle s'assemblaient. L'homme, qui aspirait désormais à la repentance publique d'autrui, avait autrefois volé la vache d'une enfant. Cet enfant était devenu sage-femme et sauvait désormais ses voisins de la fièvre. C'était là le lien caché, non pas un lien du sang, mais un lien du destin à travers une action. Martène avait autrefois touché sa vie et, sans le vouloir, avait élevé celle qu'il avait maintenant arrêtée. Le conseil décida: fermer les égouts de l'abattoir jusqu'à révision, ouvrir une dérivation de secours derrière le mur de l'ancienne digue, surveiller les grilles et les trappes, mettre un gardien du monastère et des balances, interdire de prendre de l'eau dans le fossé, mettre un verrou avec une chaîne sur la descente. Dans les rues où il y a beaucoup de nœuds sur la toile d'Helena, instaurer une quarantaine de 7 jours, apporter le pain et l'eau au seuil, reconstruire le marché, vendre sur des tables espacées, ouvrir les bains uniquement pour laver les malades, sans vapeur commune et avec du savon à base de cendre et de graisse, fourni gratuitement par les réserves du monastère et de la guilde. La guilde des bouchers doit payer une amende au profit de la caisse des orphelins et pour la réparation du puits. Cette décision n'a pas été prise par hasard. Elle est le résultat de petites actions. Un chiffon, une ficelle, un bol, des nœuds, des poutres, une clé dans la serrure et un livre étranger avec des annotations. Elle est le résultat du choix des gens. Nico, que l'on méprisait, est devenu celui qui connaît le cours de l'eau. Stanis, que l'on considérait comme faible, est devenu celui qui tient la poutre là où il y a une brèche. Marguerite, que l'on poussait près du fossé, a apporté la nouvelle qui a changé la nuit. Le scribe, que l'on appelait le sec, a aidé à trouver les lignes du livre où se cachait la vache. Le supérieur, qui aimait le silence, a apposé son sceau. Lambert, un étranger, mais attentif à la pureté de l'air près des balances, est devenu un bienfaiteur inattendu. Dans la ville, la quarantaine porta ses fruits. Sur la toile d'Helena, les nœuds cessèrent de se multiplier. Ceux qui restaient se remplirent peu à peu de petites notes sur la guérison. Elle marchait silencieusement, mettait des grains sous la langue de ceux qui perdaient en connaissance, réchauffait de l'eau, posait des bols sur le seuil, entrait dans la maison, où l'on riait encore récemment, et voyait les vieillards la remercier en silence, les larmes aux yeux. Elle n'exigeait pas qu'on s'incline devant elle. Elle demandait aux gens de ramasser les déchets devant leur porte et de ne pas jeter les restes de saucisses dans le fossé. Les anciens ont reporté indéfiniment le spectacle sur la place. À l'endroit où devaient se tenir les femmes coupables, ils ont installé une table avec des bols d'eau. Sur la table, il y avait 2 chiffons, l'un grisâtre provenant du fossé, l'autre propre provenant du puits. Sous la table,
il y avait un panier avec de l'argile pour se laver les mains. Personne n'est venu assister à la repentance. Les gens allaient chercher du pain et de l'eau et rentraient chez eux. On a commencé à remettre de l'ordre dans le carnage. Pierre, le fils large d'épaule du maître, est venu la nuit à la porte d'Hélène. Il n'a pas osé frapper. Il est resté un moment, puis il est reparti. Le matin, alors qu'Hélène portait un seau chez une femme fiévreuse, il se trouvait à côté d'elle. Il ne dit pas un mot. Il prit simplement le seau de ses mains et le porta jusqu'au seuil. Puis il partit, laissant à la porte une ceinture de cuir sans marque. Une semaine plus tard, il remit au surveillant municipal la liste des personnes qui s'étaient dit présentées à la grille pendant la nuit. Il l'avait mal écrite, avec des fautes, mais il avait mis beaucoup de temps à la rédiger, comme si chaque signe sur le papier était un aveu. Le maître l'avait renvoyé de l'atelier pour 1 mois. Mais Pierre resta dans la ville et trouva un emploi d'assistant auprès du surveillant. Il payait ainsi le fait d'avoir gardé le silence pendant la première semaine. Marthe, acculée contre le mur, ne demanda pas pardon publiquement. Il rentra chez lui et ferma les volets avant tout le monde. Un jour, il comparaîtra devant un autre tribunal. Mais la ville savait déjà ce qu'elle avait peur d'avouer auparavant. Parfois, le problème n'est pas la façon dont on danse à la foire, mais le fait que certaines personnes respectées ferment les yeux sur le canal de l'abattoir. Helena a continué son travail. Elle a cousu de nouveaux nœuds, car la vie ne s'arrête pas. Dans son coffre, il restait l'ancien inventaire avec une croix à la lettre M. Elle ne l'a pas brûlé. Elle l'a gardé comme preuve que les destins ne sont pas liés par le sang, mais par les actes. 7 jours après la décision du conseil, beaucoup de gens se sont rassemblés près du puits du monastère. Le supérieur ordonna de placer près du puits un panneau en bois sur lequel étaient engravées les règles à respecter. Ne pas puiser d'eau dans le fossé, ne pas jeter les déchets dans les fossés communs, aérer les maisons. En cas de fièvre, ne pas aller au marché et demander aux voisins d'apporter du pain devant la porte, se laver avant d'entrer dans la maison. Un arbre a été planté à côté. Nico, qui se tenait habituellement à l'ombre, s'est approché et a touché l'écorce comme s'il s'agissait d'un miracle. Stanis a dit qu'il pouvait construire un toit au-dessus du panneau pour que la pluie n'efface pas les lettres. Lambert a promis de fournir les planches. Les bains ont ouvert 10 jours plus tard, mais sans les cris des garçons sur le porche. Un chiffon avec des herbes était accroché à la porte. La propriétaire des bains gardait de l'eau chaude pour les malades et distribuait du savon. Les femmes ont arrêté de chuchoter à propos de la honte et ont commencé à chuchoter à propos de la façon de préparer une décoction pour laver les sols. Marguerite, la porteuse d'eau, a cessé d'attacher la corde à sa paume. Elle a fait une boucle plus large pour éviter les coupures. Au marché, on lui cédait la place. Autrefois, elle faisait la queue devant le puits et se dépêchait. Désormais, elle amenait les tonneaux jusqu'au puits le plus éloigné et gagnait plus d'argent qu'auparavant, car les gens avaient compris la valeur de l'eau propre. Helena avait instauré un ordre simple dans sa rue. À chaque seuil était accrochée une ficelle avec de minuscules nœuds, signe que tout le monde était en vie dans la maison. Si quelqu'un était malade, le nœud était défait et refait seulement après la guérison. C'était un conte discret, compréhensible sans mots. Ce n'est qu'à l'automne que les habitants de la ville ont remarqué que le nombre de nouveaux nœuds sur la toile d'Helena était proche de 0. Ils ont commencé à la consulter, non pas comme une suppliante, mais comme une personne qui savait comment organiser les choses de manière humaine. Oswald, celui qui aimait regarder la pierre, a dit un jour qu'il n'y avait rien de plus utile dans sa vie que d'installer un clapet à l'écoulement. Il a demandé à Helena de lui prêter son chiffon pour le montrer aux habitants de la ville voisine. Elle le lui a donné. Et qu'est-il advenu de ceux qui attendaient le spectacle de la repentance? Leur intérêt s'est déplacé vers l'endroit où l'on vend du pain. Ils ont compris qu'il était plus facile de vivre quand on n'avait pas besoin de crier sur la place publique.
Ils ont vu un enfant du marché courir à nouveau après les pigeons près des balances. Ils ont vu le vieil homme près du mur sourire, alors que le mois dernier, il ne quittait pas son lit. Ils ont entendu les flûtes jouer à nouveau le soir, mais plus près des bains publics, mais près de la maison où vit une femme qui a perdu son mari. On lui apportait de la musique, non pas pour faire du bruit, mais pour apporter le silence. La ville vivait. La ville avait appris la leçon sans grand discours. Non pas à partir de sermons moraux, mais à partir de bols d'eau, de ficelles, de poutres et de la façon dont une femme n'a pas eu peur de compter les nœuds et d'aller vers ceux qui ne sont pas aimés. Si quelqu'un demandait comment appeler cela, les gens répondaient que ce n'était ni un miracle ni une punition, mais de l'ordre et de l'attention. Helena est retournée à son travail et au coup frappé à sa porte pendant la nuit, sans crainte. Elle savait qu'il y avait des menaces, que des chiffons imprégnés de charbon pouvaient être déposés sur le seuil. Mais elle a vu comment une visite qui se voulait une menace n'était devenue qu'une ligne de plus dans un long travail. Un soir, une femme à qui, lors de cette première semaine, on avait laissé une main ensanglantée sur la porte, est venue la voir. Elle lui a apporté, à Helena, un petit pain et lui a dit qu'elle aussi tenait un compte, celui de la gentillesse. Elle a noté comment Nico a traîné le seau, même si on lui a fait signe de ne pas le faire, comment Stanis a tenu la poutre alors que ses jambes tremblaient, comment Lambert est resté au conseil alors qu'il aurait pu partir plus loin et ne penser qu'à sa marchandise. Helena a souri et s'est demandé, sans le dire, d'où les gens tiraient la force de tels changements. La réponse était évidente. La force venait de la nécessité, de l'eau pure. En hiver, ils retirèrent la première poutre et installèrent une cloison en pierre au niveau du nouveau détour. Stanis reçut de l'argent en échange. Nico obtint le droit de ne pas payer de taxes sur les seaux. Marguerite obtint une place près du puits du monastère. Le scribe obtint une place près de la fenêtre, plus proche du soleil. Le supérieur a obtenu le silence. Lambert a obtenu de l'air pur près des balances et n'a pas retardé les caravanes. La ville a obtenu l'ordre. Marthe est restée chez elle. Elle ne s'est plus exprimée haut et fort sur la place. Quand on a ouvert la caisse des orphelins et qu'on a compté ce qu'elle contenait, les gens ont demandé où était le manque à gagner des années précédentes. Personne ne dit « la faute », mais tout le monde comprit. Helena n'alla pas voir ce décompte. Elle se souciait davantage des 2 maisons de sa rue où l'on toussait encore. Au printemps, Helena déplia un nouveau chiffon. Elle ne dessina pas de nouvelles cartes dessus. Elle tint les fils de manière à ce qu'ils soient bien alignés. Dans les maisons de sa rue, les enfants riaient à nouveau. On ne dessinait plus au charbon près du bain. Près du mur, où auparavant régnait une odeur de pourriture, poussait désormais un arbre. Les feuilles bruissaient comme bruissent les vêtements d'une personne en bonne santé dans le vent, simplement et tranquillement. Quand quelqu'un recommençait à dire que le malheur venait de la débauche, les gens répondaient sans rancune que le malheur venait de l'eau sale. Ils le savaient désormais, non pas parce qu'ils avaient lu un livre, mais parce qu'ils avaient vu le bol et le chiffon de leurs propres yeux. C'est ainsi que l'histoire s'est terminée, non pas par hasard, mais par choix, non pas par miracle, mais par le travail, non pas par une punition retentissante, mais par un ordre tranquille. Et si l'on cherche une morale à cette histoire, elle réside dans le fait que la justice ne tombe pas du ciel, mais se construit à partir de petits gestes à la portée de tous. Et aussi dans le fait que ceux qui sont méprisés savent souvent où se trouve le vrai chemin, et qu'un étranger avec un portefeuille peut devenir un bienfaiteur inattendu s'il accorde de l'importance à l'air dans les balances, et qu'une vieille décision prise par une personne peut revenir des années plus tard et devenir un nœud sur le chiffon d'un étranger, qui se dénouera non pas par des cris, mais par l'eau d'un puits pur. La sage-femme n'a pas seulement sauvé des enfants, elle a sauvé l'habitude de vivre tranquillement.
Elle a laissé aux gens un simple signe. Un bol, une corde, des nœuds, une poutre, un seau. Cela s'est avéré suffisant pour que la panique s'apaise, pour que les pogroms n'aient pas lieu, pour que le contrôle de la sexualité reste à sa place, dans des mots vides, qui ont perdu leur pouvoir devant un chiffon humide, qui ne sentait pas le charbon et la peur, mais l'eau pure.